Je crois que les prochaines semaines, on pourrait annoncer quand même tout un catalogue de mesures, tout un bouquet de mesures justement pour accélérer les procédures d'autorisation, mais aussi des pistes concrètes pour la collaboration entre État et secteur privé pour construire plus de logements abordables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio M. Claude Maïch, qui est le ministre de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse, mais également du logement et de l'aménagement du territoire. Soyez le bienvenu. Bonjour. Donc, vous avez été déjà depuis 10 ans ministre de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse. Pendant ces 10 ans, vous étiez également ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a été repris par Stéphanie Aubertin. Et aujourd'hui, donc, je pense que beaucoup de gens se demandent de quoi sont faites vos journées parce que vous avez à la fois l'éducation nationale et le logement qui sont deux sujets brûlants aujourd'hui pour l'économie du Luxembourg. Donc, première question, quelles sont vos priorités en tant que ministre dans ces deux ministères? Je crois que les deux sujets, l'éducation d'un côté et le logement de l'autre côté, sont deux clés très importants pour l'avenir de notre pays. Il faut préparer les jeunes à leur propre avenir, à l'avenir du pays, pour développer notre société, notre économie. Et de l'autre côté, nous avons besoin de logements abordables, justement pour accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, surtout parce que le développement démographique qu'on a connu et qu'on espère pouvoir poursuivre les années prochaines, justement, se crée et se base sur un succès économique très, très important. Et pour soutenir ce succès économique, c'est important d'avoir une bonne éducation, de bonnes écoles, mais aussi de logements. Donc, pour moi, c'est important de donner des chances de réussite à tous les jeunes, à tous les enfants. Et là, Luxembourg, il a complètement changé au niveau des langues, des cultures. Il y a une hyper-diversité au Luxembourg quand on va dans les classes, les écoles primaires, les lycées. Parfois, on a plus de nationalités dans une seule classe que d'élèves, avec les doubles nationalités et tout ça. Et donc là, je travaille depuis 10 ans sur une diversification de l'offre scolaire aussi, justement pour adapter notre système scolaire à la diversité de la population. Et c'est un peu le même défi, même combat peut-être pour le logement, construire plus vite. C'est ça une des priorités, pas uniquement du ministère du logement, mais de tout le gouvernement. Donc le nouveau gouvernement s'est vraiment décidé pour lancer une offensive au niveau du logement, donc au niveau des procédures d'autorisation, parce qu'on est devenu trop lent, on n'est pas assez réactif. Et c'est un grand problème pour le Luxembourg qui a connu toujours cette capacité de réagir, cette réactivité face à un problème. Il faut la retrouver, cette capacité, surtout pour la création du logement. Et de l'autre côté, associer toutes les forces vives de la nation pour la création de logements abordables. Le logement, il est très coûteux au Luxembourg, c'est vrai. Il n'y a pas, tous les gens qui travaillent au Luxembourg ne peuvent pas se permettre d'habiter au Luxembourg, et c'est dommage parce qu'une société, pour vraiment fonctionner comme société, il faut avoir un logement, une place pour tous les acteurs de cette société, aussi pour celui qui vient me servir au restaurant, pour celui qui vient nettoyer mon bureau le soir. Ces gens-là qui construisent nos logements, nos routes, etc., ils doivent trouver aussi un logement au Luxembourg pour garantir à une cohésion sociale à l'avenir. Oui, et là, on va pouvoir peut-être commencer sur le double sujet par les Luxembourgeois. Parce que là, vous parliez du serveur peut-être français qui vient ici faire son service le matin, mais il y a aussi des Luxembourgeois aujourd'hui qui sont obligés de se loger en Allemagne ou en France. Donc, ça touche vraiment tout le monde. Donc, commençons peut-être déjà par l'éducation. L'éducation, on en parlait juste avant l'interview. Je crois qu'il y a seulement 1/3 des enfants scolarisés qui parlent aujourd'hui luxembourgeois à la maison. C'est un peu ça vos chiffres aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et déjà depuis un certain temps. Et malheureusement, au sein du système scolaire public traditionnel au Luxembourg, l'éducation se base toujours sur, pas la langue luxembourgeoise, mais la langue allemande qui est très proche. Et là, on a négligé un peu les deux autres tiers. Donc, par exemple, le tiers qui est représenté par une population francophone ou lusophone, mais il y a aussi un tiers qui est très international, très multiculturel, avec plus de centaines de différentes langues ou de nationalités. Et c'est ça un peu le défi. Pour ça, on a
lancé un processus de création d'écoles internationales publiques qui sont gratuites, hein, où les profs sont des fonctionnaires ou des employés d'État, comme dans toutes les autres écoles, et pour diversifier justement notre offre scolaire et l'adapter aux besoins de la population. On se base là principalement sur le système des écoles européennes, parce que les écoles européennes ont été créées dans les années 60 du dernier siècle pour garantir une éducation d'enfants de différents horizons, de différents langues maternelles dans une seule école. Et c'est justement ça, la situation que nous retrouvons ici au Luxembourg, presque dans toutes les écoles. Et c'est un succès énorme. On en a créé 6 écoles internationales publiques qui se basent sur le modèle européen. Et il y en a 3 nouvelles qui sont en préparation pour les années prochaines. Mais je crois aussi que c'est important que le système scolaire traditionnel luxembourgeois, qu'il change aussi. Et là, on travaille sur un projet d'alphabétisation facultative. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les enfants sont alphabétisés en langue allemande. Et demain, peut-être dans 2 ans, on y travaille, ça se peut faire, on donnera le choix de la langue d'alphabétisation. Soit on peut continuer comme on l'a toujours fait, en langue allemande. Donc, ça ne changera rien pour la population luxembourgeoise qui a cette habitude, qui a cette tradition et qui connaît aussi un certain succès dans les années. Mais ça changera beaucoup pour une autre partie de la population. Comme j'ai dit, on a à peu près un tiers de la population scolaire qui a un arrière-fond francophone ou lusophone, qui sont beaucoup plus proches de la langue française. Donc, ils auront aussi le choix de faire alphabétiser leurs enfants en langue française. Et le plus important, et déjà la dénomination du projet démontre ça, on veut les éduquer ensemble. On veut les garder ensemble, donc on va les séparer pendant l'apprentissage des langues, mais pour toutes les autres branches, ils resteront dans une seule classe et pour garantir aussi une place pour la langue luxembourgeoise. Parce que la langue luxembourgeoise, elle fait partie de notre identité, elle fait partie de l'identité de ce pays et pour moi, c'est important aussi à toutes les familles qui viennent s'installer au Luxembourg que leurs enfants apprennent cette langue, notre langue du pays, à laquelle nous sommes très fiers par ailleurs et qui fait un peu la différence entre le Grand-Duché de Luxembourg et d'autres centres économiques et d'autres agglomérations dans d'autres régions de notre continent. Donc, transmettre des compétences plutôt parlées en langue luxembourgeoise à une nouvelle génération de luxembourgeois, c'est quelque chose qui m'est très important aussi. Très bien. Et si on va maintenant de l'autre côté sur le logement, effectivement, là aussi, personne n'est épargné. Ça va effectivement des bas salaires aux luxembourgeois. On a même l'impression que les promoteurs n'ont plus d'argent. On a l'impression vraiment que tout le monde est touché. Donc, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est, on a tous compris qu'il n'y a pas une formule magique. C'est comment est-ce que tous les ministères et tous les acteurs peuvent aujourd'hui travailler ensemble pour arriver à des résultats rapides. On a vu les annonces de Gilles Roth lundi dernier sur ce nouveau SPD pour essayer d'améliorer les choses. Vu de votre ministère, comment est-ce que vous imaginez, pendant votre mandat, il vous reste 4 ans et demi, la situation évoluer avec quel mécanisme et quelle collaboration? Comme je l'ai dit, le gouvernement a fait du logement une de ses priorités et vraiment pour la totalité du gouvernement. Donc, tous les ministères, en principe, sont concernés. Vous avez évoqué le ministre des Finances, mais le ministre des Affaires intérieures, par exemple, parce qu'il est responsable pour les communes. Et les communes, ce sont les premiers partenaires quand on parle de création et d'autorisation de logement. Le ministère de l'Environnement, lui aussi, il a une grande partie des procédures d'autorisation. Et on a la grande ambition de construire plus et beaucoup plus vite encore. Donc d'accélérer vraiment les procédures d'autorisation pour être plus réactif par rapport à la demande du marché. Bon, pour l'instant, nous avons un peu une situation inverse à celle que nous avons connue les 20-30 dernières années. Normalement, au Luxembourg, la demande pour de nouveaux logements est beaucoup plus importante que l'offre. Et ça a fait monter les prix lors des 30 dernières années. Avec la hausse des taux d'intérêt, ça a été inversé d'une manière assez brutale. Donc là, maintenant, l'offre est plus importante que la demande. Mais on sait très bien que vu les données fondamentales du Luxembourg, avec une économie en croissance, avec une démographie qui augmente de 2-3% par année, donc il faudra créer davantage de logements les années prochaines, justement pour stabiliser ou peut-être pour abaisser un peu les prix. Et
quelque chose qu'on n'a jamais réussi jusqu'à présent. Hein. Et aujourd'hui, c'est quand même la volonté déclarée du ministère de créer un parc locatif étatique, justement pour être un acteur principal sur le marché immobilier, surtout pour les personnes à bas ou à moyen salaire qui aujourd'hui sont les plus faibles sur notre marché. Ils sont vraiment exposés à des prix d'acquisition ou à des loyers qui ont flambé les dernières années. Et je crois qu'il faudra les protéger aussi par une intervention de l'État sur le marché, donc acquérir des logements, construire plus de logements abordables et étatiques. Et on travaille là sur vraiment beaucoup de pistes. Heureusement, mon prédécesseur, il a fait encore passer une loi qui, par son approche, est à mon avis très, très positive. Donc, on soutient les promoteurs publics, on soutient les communes, on soutient les agences du secteur du bénévolat, des secteurs caritatifs aussi, pour construire et pour gérer du logement abordable. Et je crois qu'il faut associer également le secteur privé, les promoteurs privés, les développeurs privés. Et on le fait par ailleurs déjà maintenant. On est entré sur le marché du logement pour acquérir des projets immobiliers qui sont autorisés mais pas encore construits par l'État. Et on les mettra à disposition d'un parc immobilier, d'un parc locatif de l'État pour le logement abordable. Oui, on avait vu les annonces janvier-février et puis les annonces de cette semaine. On voit effectivement que l'État devient un peu plus interventionniste. On sait qu'il y a des règles un peu compliquées pour les promoteurs. Il faut prévendre 80% avant d'attaquer. Et aussi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on n'a pas une concurrence qui est un petit peu trop limitée? On a l'impression que c'est toujours les mêmes promoteurs qui pleurnichent, alors qu'il y a sans doute des promoteurs étrangers qui seraient contents peut-être de faire jouer la concurrence. Oui, mais pour construire des logements, il faut du terrain. Oui. Et peut-être que c'est ça ce qui bloque. Il n'y a pas de barrière légale. Et je crois qu'il n'y a pas d'oligopole au Luxembourg. Il n'y a pas de réglementation qui interdit à des acteurs non luxembourgeois pour venir sur le marché. Mais celui qui a le terrain, il peut construire. Pour ça aussi, je crois et je suis d'avis et j'encourage mes collègues du gouvernement de travailler aussi sur le foncier au Luxembourg. L'État, malheureusement, n'a pas d'importante réserve foncière. Et je crois que c'était une erreur stratégique, mais il y a 30 ans, mais personne ne pouvait le prévoir, C'est ça. De ne pas se lancer en tant qu'État sur ce marché et pour acquérir des terrains, parce que sinon, on pourrait jouer tout à fait un autre rôle, parce que celui qui a le terrain, il est du côté plus fort de l'équation. C'est vrai qu'il suffit de prendre Google Maps. Quand vous prenez même le centre-ville de Luxembourg, il y a des terrains partout. Au Kirchberg, à côté d'RTL, il y a des hectares et des hectares, mais effectivement, ils sont en planification, en développement et qui seront construits les années prochaines. En tout cas, par rapport à d'autres villes, il n'y a pas un manque d'espace, mais effectivement, il y a un manque de terrain viabilisables ou qui sont dans les bonnes mains. Et je pense qu'un sujet qui revient beaucoup dans les interviews, c'est la notion d'administration proportionnée. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'une étude sur les grenouilles fait perdre 2 ans à un projet où on pourrait construire 30 000 mètres carrés et qu'il y a une asymétrie. Mais j'ai l'impression que M. Luc Frieden, le Premier ministre, est en train d'essayer d'intégrer à tous les niveaux des réponses et des réglementations un peu plus proportionnées. C'était ça un peu l'idée de cette journée nationale du logement que le nouveau gouvernement, sous la présidence de Luc Frieden, a lancé dès son entrée en fonction. Et l'idée est justement d'associer tous les acteurs pour trouver les raisons pourquoi ça bloque. C'est ça. Et le gouvernement, il est aussi pour la protection de l'environnement et des grenouilles et toutes les autres espèces. Mais on est plutôt d'avis qu'on peut arriver ou satisfaire cet objectif également, mais par une autre voie qui rend toutes les procédures un peu plus flexibles et qui peuvent accélérer surtout les procédures. Le gouvernement, il était en groupe de travail les derniers mois sur cette question. Et je crois que les prochaines semaines, on pourrait annoncer quand même tout un catalogue de mesures, tout un bouquet de mesures justement pour accélérer les procédures d'autorisation, mais aussi des pistes concrètes pour la collaboration entre État et secteur privé pour construire plus de logements abordables. C'est ça, construire des ponts entre ces deux camps qui ne devraient pas être des compétiteurs, mais plutôt des partenaires pour régler des problèmes nationaux. Alors, ça nous amène à un deuxième point. On a l'impression effectivement que la machine administrative luxembourgeoise est devenue vraiment énorme et que souvent, elle perd un peu la tête. Vous avez une régulation qui vient sur l'autre et
on pense souvent que le fonctionnaire qui est en charge de ce papier, il ne comprend pas les autres papiers qui existent. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans vos deux ministères, vous mesurez les progrès réalisés? Est-ce que vous avez des indicateurs? Est-ce que c'est un changement de culture? Comment est-ce qu'on crée la mesure de la performance dans deux ministères? Pour moi, une approche pour faire de la politique, il y en a deux principes qui me sont très importants. Un principe est le dialogue. Et justement, d'écouter, de prendre le temps pour écouter les acteurs et pour réfléchir sur ce que les acteurs du terrain me disent. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et là, on a déjà un feedback très réaliste. Alors là, il me donne justement les informations dont moi j'ai besoin pour prendre mes décisions. Ce ne sont pas des messages homogènes. En éducation, surtout pas, parce que quand je parle aux syndicats des enseignants, aux directeurs d'école, aux parents et aux élèves, j'en ai plus que 4 différentes opinions. Et c'est un peu, et je vois ça comme ma fonction et aussi comme mon ambition de construire des ponts entre ces différentes opinions. Et c'est un peu le même principe que j'ai instauré maintenant pour le secteur du logement. Donc j'ai eu beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges. Mais aussi, on a déjà, en tant que nouveau gouvernement qui est en place depuis 6 mois à peu près, pris pas mal de décisions. Il y aura encore des décisions, qui vont suivre. Et l'autre aspect qui m'est très important est celui d'une base scientifique d'une politique, surtout dans le domaine de l'éducation. Chacun a un peu sa propre expérience dans le domaine de l'éducation. On était à l'école, ça me plaisait, ça me plaisait pas. Il y avait des profs qu'on aimait, il y avait des profs qu'on n'aimait pas trop. Chacun a un peu sa vue sur la vie. Et de la part de la vue sur la vie, on a une vue sur l'école aussi. Comment l'éducation doit se faire. Et il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de professeurs. Donc, chacun a vraiment son opinion. Mais pour ne pas uniquement se baser sur des opinions, mais vraiment sur des faits réels, j'essaye de baser mes décisions et les décisions que je propose au gouvernement sur des études scientifiques. Tous les projets pilotes sont accompagnés par des comités scientifiques, par des études, par des évaluations. Toutes les réformes qui ont été implémentées, 2-3 ans par après, on les évalue justement pour tirer les premières conclusions, pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore. Alors, pour retravailler sur ces réformes, c'est quelque chose qui m'est très important justement d'avoir une base scientifique pour des décisions politiques. Une première décision que j'ai prise il y a maintenant plus de 10 ans en tant que nouveau ministre de l'Éducation et nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, c'était de charger l'Université de Luxembourg de la création de Luxembourg Center for Educational Testing et de créer un monitoring permanent, en principe, de l'évolution et des performances de tous nos élèves, de tous nos élèves. Chaque 2e ou 3e année, ils sont testés et là-dessus, on peut faire énormément d'études longitudinales, des études sur des projets pilotes, des études sur notre système scolaire pour avoir des informations fiables sur lesquelles nous pouvons nous baser en prenant et en développant notre politique. Alors, vous avez répondu sur la partie qui est vraiment traditionnelle au Luxembourg. On sait que la tripartite existe depuis 1975. On sait que le dialogue social est sacré au Luxembourg. Et je pense qu'effectivement, c'est un des pays où on écoute le plus avant de décider. Mais c'est aussi un pays où on fixe rarement des échéances. On sait qu'aujourd'hui, les attentes sont colossales. Il y a l'insécurité internationale, il y a l'inflation, il y a les taux d'intérêt. Et on a souvent des effets d'annonce, mais on a rarement, par exemple, M. Frieden qui dirait on veut que pour le 15 septembre, on atteigne cet objectif. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à progrès de fixer des objectifs quantifiés de manière un peu plus claire? Je crois que c'est important, comme je l'ai dit, de dialoguer et de bien écouter. Mais à certains moments, il faut aussi décider. Bien sûr. Comme je l'ai fait les 10 dernières années dans le domaine de l'éducation, j'ai bien écouté, mais j'ai pas attendu un consensus total avant de décider. Donc, je crois pas qu'on peut se cacher derrière ce dialogue ou derrière cette diversité d'opinions, mais il faut prendre ses responsabilités politiques. C'est ça, quand j'ai lancé il y a 8 ans les écoles publiques internationales, ça ne faisait pas consensus dans la société luxembourgeoise. J'ai parlé, j'ai écouté, mais j'ai aussi décidé.
Je crois que dans 2 ans, quand on lancera l'alphabétisation facultative allemand-français, ça ne fera pas l'unanimité au Luxembourg. Là, je suis tout à fait conscient, mais il faudra prendre une décision parce que parfois on a attendu de trop longues années avant d'oser de prendre une décision. Et le nouveau gouvernement, je crois qu'il a déjà, surtout dans le domaine du logement, pris des décisions qui étaient prises en urgence aussi, vu la situation catastrophique du marché immobilier, avec des ventes qui ne se faisaient pas, des transactions qui ne se faisaient plus. Donc, un secteur de la construction vraiment en crise, qui risquait des faillites, des pertes d'emplois et des pertes de main-d'œuvre aussi vers l'étranger, des main-d'œuvre dont on a absolument besoin au Luxembourg, justement, pour construire plus de logements et plus vite. C'est ça l'ambition, comme j'ai dit, du gouvernement. Donc, ça, là, il fallait pas attendre une décision, il fallait la prendre tout de suite, avec un premier paquet de relance pour le secteur immobilier, mais un deuxième qui suivra les prochaines semaines, en tout cas avant l'été. Ouais, c'est vrai que la création du SPV cette semaine, c'était aussi une indication de la gravité de la situation. Ouais. Ce n'était pas une mesure anodine, mais on a vu la capacité du gouvernement effectivement à mettre ensemble rapidement des acteurs privés-publics pour avancer. Une dernière question peut-être sur les risques et les opportunités, parce que là encore, on sait que les campagnes électorales au Luxembourg sont très polies, on n'adresse pas vraiment les sujets. En France, vous avez des gens qui se crient dessus avec des idées contradictoires. Alors qu'ici, je ne saurais pas vous dire, à part que c'est une nouvelle politique, mais je ne saurais pas vous dire quelles étaient les principales idées de Luc Frieden l'an dernier, peut-être juste de baisser un peu les taxes corporate. Et du coup, quand vous êtes en fonction, on a du mal à comprendre votre vision du marché. Donc, pendant que je vous ai en face de moi, quelles opportunités est-ce que vous identifiez là dans les 3-4 prochaines années et quels risques aujourd'hui concentrent vos efforts? Ben, je crois que le consensualisme luxembourgeois, c'est quand même quelque chose qui a contribué à l'évolution de notre pays. On est un petit pays et au lieu de se battre pour des questions peut-être de 2e ou 3e ordre, c'est mieux de rassembler les forces pour prendre des décisions en faveur du pays. Et on a une longue tradition de gouvernement de coalition aussi. Donc, chaque parti qui a déjà eu une certaine expérience au gouvernement peut coaler en principe au Luxembourg avec les autres partis qui ont fait cette expérience déjà. C'est pour ça peut-être que les campagnes politiques sont moins polies que dans d'autres pays, mais je crois que c'est un atout pour notre pays. C'est presque étonnant qu'en 106 ans, parce que je crois que les partis ont été créés en 1918, il n'y a jamais eu un seul parti au pouvoir. Il n'y a jamais eu un seul parti au pouvoir. Et il y a toujours avec des changements au pouvoir, des changements de gouvernement, il y avait toujours au moins un parti qui restait. C'est ça. Donc, il n'y avait pas un changement complet entre gouvernement et opposition. Donc, il y avait toujours une recomposition du gouvernement et ça a imposé un peu, ça a forcé les partis à être plus consensuels et trouver un bon compromis en faveur du pays. Pour moi, et ça compte un peu aussi pour les deux ressorts, l'éducation et le logement. La diversité, il faut la voir comme une opportunité et comme une grande chance pour notre pays. Comme je l'ai dit, il ne faut pas essayer maintenant de pousser dans un seul moule tous les élèves pour qu'ils passent de la même voie scolaire, mais il faut justement diversifier, ouvrir notre système scolaire par rapport à les différents types d'élèves que nous avons l'obligation de les accueillir. Et c'est mon obligation d'y mettre en place un système éducatif qui permet à tous les élèves, à tous les jeunes, qui soient nés au Luxembourg ou qui soient venus plus tard avec leur famille, avec beaucoup d'espoir pour l'avenir aussi de leurs enfants. Donc, beaucoup de personnes viennent avec beaucoup d'espoir pour l'avenir de leurs enfants. Donc, de mettre en place un système éducatif qui répond aux différentes exigences de cette population. Et la diversité, si on peut la traduire aussi pour le secteur du logement, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs étatiques, il y a des acteurs privés, il y a des acteurs comme la Croix-Rouge, la Caritas, donc du secteur caritatif, il y a les communes surtout. Et je crois que là aussi, il faut un peu les rapprocher, mais c'est un défi national de créer assez de logements au Luxembourg. Et la réponse ne peut être que
globale et nationale aussi, en englobant tous les acteurs, toutes les forces vives aussi de ces secteurs, à trouver des réponses et à développer des logements. Donc, dans les opportunités, la diversité, faire travailler les gens ensemble, utiliser cet atout du pays qui est un melting pot phénoménal. On a vu que sa croissance, la population a doublé en 30 ans. Et au niveau des risques, est-ce que vous avez des risques que vous adressez en permanence? Imaginons que l'inflation maintenant augmente et que les taux d'intérêt montent à 7%. Vous avez un plan pour ça? Je crois que les gouvernements successifs ont montré qu'ils sont prêts à réagir en situation de crise. Donc, ça, on a vu pendant la pandémie, on l'a vu avec la flambée des prix d'énergie, avec l'inflation, etc. Et on est toujours dans une bonne situation de base économiquement pour réagir justement à ces crises internationales. Donc, ce n'étaient pas des crises que nous avons fabriquées en tant que Luxembourgeois ici sur notre petit territoire, mais c'était des phénomènes internationaux qui sont venus aussi toucher notre pays. On a bien réagi là-dessus. D'accord, donc c'est l'idée, plutôt que de voir certains risques, plutôt la confiance dans la capacité, comme dans les années 1980, à se réinventer en permanence. Et c'est justement ça ce qu'il faut faire. Et le plus grand risque pour notre pays, c'est de ne pas bouger. C'est de rester sur place. C'est de définir un certain conservatisme en disant c'était toujours bien dans le temps. Oui, c'était bien dans le temps, mais le temps a changé. Il faut s'adapter au nouveau temps, aux nouveaux défis, à l'évolution du pays, au niveau international, à la situation géopolitique. Donc, tout ça doit avoir une influence aussi sur les décisions que nous prenons au quotidien. Tout à fait. Pour conclure, on la devise du Luxembourg, wir bleiben wir sind. On veut rester ce qu'on est, pourrait même devenir aujourd'hui, on devrait redevenir ce qu'on était. Je vous parlais juste avant l'interview, de mon interview avec Marcel Marthe, qui était ministre de l'économie dans les années 70. Peut-être ces courts chemins, on devrait être capable de les réintroduire dans la grosse machine administrative qu'on a pour aller plus vite et dans l'éducation et dans le logement. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.